Bienvenue à la session. Je suis contente de voir autant de femmes parce que d'habitude, en conférence, on voit plus de garçons que de filles ou de femmes. Donc bienvenue. On va parler de feature flipping et comment améliorer justement l'implémentation de feature flipping pour avoir plus de flow parce que c'est ce qu'on cherche dans nos projets finalement en réalisation. Je m'appelle Dora, je suis CTO d'une ESN, je vais en parler juste après, qui s'appelle Arola, sur Paris. CTO, ça veut dire que je fais partie de la direction technique. Je suis co-auteur aussi d'un bouquin qui s'appelle Softwarecraft aux éditions Duno. Et avec d'autres collègues, on était tous aroliens à un moment donné, et aroliennes. Donc Cyril Martrer, Arnaud Thieffen, Oussam Faki et Fabien Egel. Et moi, ça fait à peu près 17 ans que je suis dans le métier, donc j'ai passé à peu près par tous les profils qu'on peut avoir, donc dev, archi, je fais toujours du conseil, de l'architecture, coach, formatrice. J'étais aussi prof dans une école à Paris qui s'appelle le SGI et j'ai eu l'occasion et l'opportunité et l'honneur de créer un numéro spécial 100% féminin du magazine Programmé. Comme quoi on peut remplir tout un magazine, voire deux, parce qu'on a dû décaler quelques numéros pour d'autres, quelques articles pour d'autres numéros. Arola, je disais, on est un cabinet de conseil, mais pas que, parce qu'on est aussi centre de formation. On est localisé à Paris, mais on intervient un petit peu partout en France et dans le monde. On fait beaucoup de coaching, conseils, formation, donc autour tout ce qui est autour du dev et avec un ADN, ce qu'on appelle craft, donc tout ce qui est bonne pratique de code et on cherche à avoir de la qualité. Je veux revenir à l'histoire du talk parce que tout a commencé sur un réseau social, Twitter, où Jordan a posé une question. Quelle est votre façon d'utiliser le feature flipping? Et j'ai répondu que pour moi, je l'ai utilisé une fois sur un projet, et pour moi, c'était un smell. Enfin, je catégorisais ça dans les smells, donc c'est pas forcément une bonne pratique. Et donc, ça a suivi, comme vous le connaissez, sur des discussions Twitter, et que c'est maintenant. C'est que la discussion était très longue. Et finalement, j'ai promis par écrire un article sur le sujet. Et Yannick, par la suite, un des co-organisateurs de Flocon, m'a contacté pour me dire ça m'intéresse le sujet, viens, on en parle. Parce que peut-être que ça serait intéressant de venir à Flocon en parler. Et c'est comme ça que le talk est né. Apparemment, j'ai convaincu Yannick que le talk était intéressant. J'espère le faire aujourd'hui aussi. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire un travail de préparer le contenu, parce que d'habitude, je fais l'inverse. J'ai déjà le contenu et j'ai juste à le traduire en conf. Là, j'avais rien, je pars d'une page blanche. Et donc j'avais proposé le sujet à mes collègues aroliens et aroliennes dans ce qu'on appelle chez nous les forums ouverts. Donc c'est une conférence, d'ailleurs ça sera demain pour le mois de novembre, une conférence ou non-conférence plutôt, parce qu'on n'a pas de programme établi. Tout le monde arrive et la matinée, tout le monde propose des sujets et on y va pour le planning de la journée. Donc j'avais proposé le sujet. En parallèle de ça, j'avais lancé une enquête sur Internet. D'ailleurs, vous pouvez continuer à participer si vous voulez. Ça m'intéresse d'avoir d'autres avis. Et à partir de là, j'ai commencé un vrai travail, on va dire, pour construire ce talk. Pas à ce point, mais en tout cas, j'ai essayé. Donc je remercie toutes les personnes qui ont déjà répondu au questionnaire. N'hésitez pas à y participer si vous voulez. Et puis surtout, je remercie bien sûr les Aroliens et les Aroliennes qui m'ont aidé à faire grandir la réflexion, on va dire. Donc si je reviens à l'enquête, en fait, une des questions, c'était est-ce que vous connaissez le feature flipping? Et la réponse était à 92% oui. Et il y avait un espèce de consensus par rapport à ce que c'est. D'ailleurs, qui connaît le feature flipping ici? D'accord. Qui l'utilise au quotidien? Ok, moi déjà. Ok. Et qui déteste? Tiens. Non, je plaisante. Alors, qu'est-ce que c'est que le feature flipping? C'est une technique pour activer, désactiver une fonctionnalité en temps réel sans avoir à livrer du code.
Donc un peu à l'image de l'interrupteur dans la maison. Hein. Je coupe l'électricité, enfin je coupe la lumière, j'éteins, je rallume, j'éteins, je rallume. Et marrant les faire. Bref. Donc qu'est-ce que c'est réellement? C'est ça qu'il faut garder pour moi, toute cette présentation. Et il y a plusieurs d'ailleurs nominations de cette technique. On parle souvent de flipper pour l'interrupteur. On parle aussi de flag, de toggle, de switch, ou alors on parle de conditional feature, parce que c'est conditionnel. Donc vous pouvez peut-être aussi dans d'autres environnements retrouver les différents termes. En tout cas, l'idée du feature flipping à la base, c'est ce qu'on appelle une activation multiple d'une même feature. Donc j'ai vraiment gardé en tête l'image de l'interrupteur. J'ai la feature, elle est là. Je l'active, je la désactive, je l'active, je la désactive. Okay ? Donc une petite feature, ça va être un petit peu comme l'interrupteur au niveau de la pièce. Une moyenne, ça va être le tableau électrique dans la maison. Une grande feature, ça va être le panneau électrique, finalement, ou le tableau de répartition d'électricité au niveau de l'immeuble. Et puis, c'est le système d'éclairage de la ville, par exemple. Et là, c'est clairement plus une feature, on est d'accord. Donc, le feature flipping, j'insiste vraiment parce que c'est la base, on va dire, de cette présentation. Et pour ma part, la première fois où je suis arrivée dans une équipe qui faisait ou utilisait cette technique-là, je me disais, mais pourquoi on fait ça réellement? Pourquoi on a besoin d'avoir cet interrupteur de feature? Et la réponse habituelle, c'était: on a toujours fait comme ça. Donc je me posais la question, est-ce qu'il y a réellement besoin? Est-ce qu'on fait comme les anciens l'ont fait? Donc bref. Et je me suis dit, bon, je pense que le besoin n'est pas clair par rapport à l'utilisation du feature flipping et on peut potentiellement faire autre chose. Et j'ai commencé à me poser la question, est-ce que c'est la bonne utilisation qu'on fait aujourd'hui du feature flipping? Et c'est là où j'ai commencé, déjà dans mon projet, de sortir quelques KPI, de mettre le nez dedans réellement, et de me dire quel est le nombre de features actives, inactives. Je comparais les environnements pour me dire est-ce qu'il y a une feature ou des features qui sont actives dans un environnement et pas dans l'autre. Est-ce qu'il y a du ménage qu'on fait une fois on n'a plus besoin du feature du flipper. Bref. Et je me suis rendu compte, juste après cette recherche-là, on va dire, que c'était un peu le bazar. Le bazar pour plusieurs raisons. Le bazar parce que l'utilisation justement de la technique n'est pas forcément adaptée aux besoins qu'on fait, aux besoins qu'on a. Et les conséquences sont terribles parce que les flippers ne sont pas supprimés. Il y a beaucoup de if dans le code et de config, forcément. Et ce qui rend le code moins lisible parce qu'on ne sait pas, je vous montrerai un exemple après, mais on ne sait pas est-ce que la condition est liée à un flipper ou la condition elle est plutôt métier. Donc il y a ça. Ce qui fait que le code, forcément, quand il n'est pas compréhensible ou moins lisible, il y a une complexité supplémentaire à la lecture et à l'analyse de bugs notamment ou autre. Et puis, il y a le problème des dépendances entre flippers. Je montrerai aussi un exemple. Et surtout, le point le plus important, c'est quand on fait les tests de non-régression, on est obligé de faire des tests de non-régression avec le flipper en on et le même test avec le flipper en off pour vérifier que tout se passe bien. Donc, tous ces inconvénients, on va dire, font que je me pose toujours la question. Là, imaginons que chaque rectangle correspond à un scope d'une feature dans le code. Donc là, on a une feature qui est représentée par les pointillés, une autre feature où le code est un peu éparpillé partout, et on arrive à un code comme ça où on a des flippers ou des toggles ou peu importe comment on les appelle, mais qui sont imbriqués. Et donc, si je
je prends cette feature-là et je décide de la désactiver, et ben en fait, ça va désactiver une partie de ma feature rouge. Ça va désactiver toute ma feature noire, par exemple, ou une partie plutôt, parce que la feature noire, elle est là, 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 là. Donc en fait, la dépendance entre les features, ça complexifie énormément mon code. Ensuite, si je prends cet exemple-là, où on a envie de faire du paiement, eh ben, on ne sait pas si... là, on a... Alors, quand le nommage est bien fait aussi, c'est que là, on a la feature is enabled, et je donne le nom de la feature. Alors, encore, j'ai une condition métier. C'est que j'ai besoin d'une condition ou une confirmation métier. Et c'est là où je disais, ça se complexifie encore plus. Parce que j'ai à la fois des vérifications et techniques et métiers. Donc, c'est strange, comment dire. Et la conséquence de ça, c'est qu'on va avoir soit des devs tristes, soit ceux qui s'expriment, qui sont en colère, et pire, les devs qui désertent, tout simplement, qui quittent le projet. Donc, réellement, pourquoi on a besoin d'utiliser le feature flipping? Alors, au début, j'ai identifié 3 cas d'utilisation, et puis après, avec l'enquête, il y a eu d'autres cas qui sont arrivés. Mais le premier cas d'utilisation, c'est la livraison partielle. J'ai pas réussi à faire toute la feature dans mon sprint, et donc je vais cacher ou désactiver le code que je livre, mais quand même, comme ça, au moins, c'est livré et c'est pas dans une branche qui se balade sur Git. L'activation selon contexte, donc j'active pour la France, pour l'Espagne, et voilà, selon en tout cas des critères métiers. Et la dépendance externe, c'est que j'utilise un service de paiement, par exemple, mais je n'ai pas confiance en ce service, donc je fais un espèce de feature flipping, et quand le service foire, j'ai juste à kill la feature dynamiquement, et c'est bon. Je suis sereine, tout va bien en prod. Et puis j'ai demandé donc, dans l'enquête, et là j'ai d'autres... Il y a quand même 29% qui considèrent que la feature ne tient pas sur une itération. Je ne sais pas si d'ailleurs, est-ce qu'il y en a plein qui l'utilisent, enfin ceux et celles qui utilisent le feature flipping sont dans cette catégorie-là. Oui. Et puis il y en a 27% qui activent par segment, donc par zone, par client, par voilà. On appelle ça segment par contexte. Et on a plusieurs qui développent en parallèle. Donc pour ne pas se marcher dessus, je fais mon feature flipping, et comme ça, si jamais on est deux à développer en même temps sur le même scope de code, on ne se marche pas dessus. Et ma surprise, c'était que 10% testent en prod. C'est pas négligeable, hein, 10% des réponses. Ça veut dire quoi, tester en prod? Ça veut dire qu'on livre la fonctionnalité en désactivé, on essaye de l'activer, et on ouvre bien les yeux pour vérifier que tout va bien. On croise les doigts. Et puis s'il y a un bug, vite, 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 on désactive. On corrige, et puis on continue le circuit. Donc il y a ces, on va dire, cas d'utilisation. Et puis avec l'enquête, comme je disais, il y avait d'autres cas qui sont apparus, notamment mon équipe développe avec ce qu'on appelle le trunk-based development. Je vais en parler, enfin je vais présenter ce que c'est après. Mon équipe, on a un produit, dans mon équipe, on a un produit qui est en refonte, donc on a l'ancienne version, la nouvelle version, et donc on désactive, active de chaque côté pour livrer et garder un petit peu le cycle, on va dire, de l'application. Et puis, c'est une demande explicite du client. Le client, il est... ou la cliente. On va dire fermé par rapport à cette discussion. On veut du feature flipping surtout, pour tout, etc. Donc, si on résume, on a d'un côté des cas d'utilisation, donc livraison partielle, etc. Et on a de l'autre côté des inconvénients. Donc là, je vous propose de changer un petit peu, voir les choses autrement.
voir d'autres perspectives. Et pour chaque use case, on va avoir des solutions, soit des solutions ou des propositions de solutions côté organisationnel. Ça peut être de la priorisation, ça peut être du design, donc côté code, etc. Et le premier cas, j'ai envie de commencer par le trunk-based development, parce que c'est avec cette technique que le feature flipping s'est vraiment répandu dans les équipes de dev. Est-ce que vous connaissez déjà? Qui connaît? Ouais, quelques-uns. Alors, pour faire simple, l'idée, c'est qu'on n'a pas de branche dans notre code. Tout le monde travaille sur le tronc commun. C'est facile. Il n'y a pas à gérer le cycle de vie d'une branche ou autre. Et les avantages sont multiples. Donc c'est une collaboration continue. On est obligé de discuter avec le collègue ou la collègue pour savoir comment ça se passe, pour ne pas justement se marcher dessus. Il y a forcément, les conflits sont réduits, puisque le cycle de vie, il est presque instantané si on commit régulièrement. Ensuite, l'intégration continue, elle se fait naturellement, puisque dès qu'on push ou on commit tout le code, on voit tout de suite le résultat. Est-ce que ça s'intègre bien, etc. Enfin, ça dépend si on a une bonne base de test aussi côté CI. Et puis la rapidité du déploiement. Il n'y a pas à attendre une semaine, on va récupérer toutes les branches, on les merge ensemble, le temps que la CI passe par la branche release ou comment on l'appelle, et ça prend beaucoup de temps. Donc vous l'avez compris, le trunk-based development vient en réaction à ce qu'on appelle le branch-based development. Le branch, vous le connaissez, je suppose, c'est avoir une branche ou une feature par branche. Et à la fin de mon développement, j'essaye de merger le tout. Et c'est là où, justement, j'ai des conflits. Parce que ma branche, peut-être, elle a duré trop longtemps. Et au moment où je la merge, ça ne marche pas. Comment? Ah oui, c'est la cata. Donc c'est pour ça qu'il y en a à un moment, à une époque, il y a plein de tech leads et de décideurs, on va dire en général, qui ont choisi le trunk-based development en réaction justement au branch. Mais comment faire quand on a justement cet exemple-là où ma feature, je l'ai commencé, mais je ne l'ai pas fini. Et par contre, je veux livrer la partie violette. Et c'est là où ça se complique. Donc ma feature B n'est pas complète. Est-ce que je pars en prod avec? Non, oui. Et la solution, ça sera le feature flipping. Il y a juste à désactiver, livrer la A qui contient le code, et puis après, on livre la feature B quand on aura fini. Sauf que ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en désactivé, hop, jusqu'au moment où j'ai fini ma feature, et donc je l'active. Vous voyez la différence entre la définition originelle, qui est je désactive, j'active en live. Là, on a un seul moment où on active finalement la feature. Donc c'est pour ça que quand je discute avec les collègues qui font du trunk-based, je leur dis, si vous faites du trunk-based plus du feature flipping, vous êtes en train de faire du branch-based. Enfin, cherchez pas. Donc, c'est pas là le problème. Et donc, quand on parle de livraison partielle, c'est là, ça rentre dans le même contexte, je suppose que vous connaissez. Le but, c'est, encore une fois, c'est d'éviter l'effet tunnel. C'est je livre, je montre que je suis en train de livrer de temps en temps, ça permet de rassurer. Ça permet de réduire le cycle de vie des branches. Je n'ai pas une branche qui dure depuis 6 mois. Et dans ce cas-là, l'exemple qu'on a là, on a plusieurs sprints avec différentes branches. Et je me pose la question, pourquoi attendre le sprint 2 pour finir la feature N? Est-ce que le lot contenant l'US, là en l'exemple la 1 et la 2, est-ce que ce n'est pas suffisant? Et là, je reviens... C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, il va y avoir plusieurs propositions de solutions différentes. Je rappelle l'Invest pour les user stories. Je ne sais pas si vous connaissez les critères Invest. Et surtout,
Moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est la partie indépendance et la partie valeur. Donc si une US, je me dis « Ah non, non, elle n'est pas livrable en l'état, je dois attendre la fin de la feature », c'est que ce n'est pas une US valuable. Et donc, il y a un problème de découpage d'US, probablement. Donc, il y a des techniques pour découper mieux, on va dire, les features en US. La première, c'est le schéma qu'a sorti Richard et Peter. Je vous invite vraiment, enfin, on ne peut pas le voir sur une slide, mais c'est plein de techniques, un petit peu des patterns de découpage, notamment est-ce que j'ai une partie complexe, une partie simple, est-ce que j'ai des variations dans les données, et donc je vais créer des US par rapport aux variations de données, etc. Et il y a une troisième étape, c'est l'évaluation de ce split-là. Est-ce que j'ai réellement, enfin comme une itération, au final on itère jusqu'à trouver le bon split. Et puis si vous n'êtes pas à l'aise avec la partie priorisation ou vous n'avez pas peut-être accès, essayez la pratique du hamburger de Goiko. L'idée, elle est trop simple, c'est de dire je décompose un peu ce qu'on fait réellement quand on commence un sprint ou je ne sais pas comment vous fonctionnez en équipe, mais on essaye de récupérer une US et on essaye de la découper en tasks parce que potentiellement on est plusieurs aussi à travailler sur une même US. Et donc l'idée c'est ça, c'est de récupérer un petit peu, de découper ce burger-là en parties et commencer à voir comment on priorise. Donc en tout cas, là encore, quand on priorise autrement et on découpe autrement, on n'a pas besoin de feature flipping. Parce que si on découpe correctement, tout ce qu'on livre est livrable et apporte de la valeur au client. Ensuite, c'est tout ce qui est activation selon contexte. Est-ce qu'il y en a qui l'utilisent d'ailleurs dans leur projet? Vous avez des... Ok. Qu'est-ce que c'est que l'activation selon contexte? Enfin, là, j'ai mis quelques exemples. La période de Noël arrive. Notamment, on a telle feature qu'on active uniquement pendant la période de Noël. Ou une feature qu'on active pour certains pays, etc. Et là encore, je me pose la question, en fait, pourquoi faire du feature flipping pour ça? Est-ce qu'il y a réellement d'avoir une activation manuelle pour ça? Est-ce que ce n'est pas des règles de gestion? Et donc, c'est des critères métiers qu'on peut faire de façon dynamique au final. Donc, si je prends un exemple de traitement conditionné, et on a donc un traitement où la condition est satisfaite et l'autre où la condition n'est pas satisfaite, dans ce cas-là, en fait, l'idée, c'est de réfléchir à un autre design. Au lieu d'avoir un algorithme, on va dire, procédural avec des if-else, pensez peut-être à d'autres design patterns, notamment la stratégie ou le décorateur. Donc, il y a des patterns qui sont là, qu'on peut utiliser et qu'on peut potentiellement, qui peuvent être mieux adaptés à notre justement contexte au lieu d'avoir un feature flipping. Et puis, certains contextes, forcément, sont plus complexes, notamment la gestion de campagne. Les paiements, par exemple, via carte cadeau sur plusieurs fois ou peu importe. Là, en fait, c'est peut-être une façon de voir autrement les choses. Enfin, j'avais une discussion avec Cyril, mon collègue chez Arola, cofondateur et CTO. Et le point qu'on a sorti, c'est si c'est important, pourquoi mettre juste un flag? Si c'est une feature importante, ce n'est pas forcément un flag qui va résoudre ça. Et donc, quand on a une activation selon le contexte, on va plutôt chercher de notions de domaine ou de sous-domaine au sens DDD du terme, Domain Driven Design. On en parlera si vous voulez après. Ou alors, si c'est plus simple, ça sera plutôt des design patterns type Gang of Four, quoi. Et donc là encore, j'ai des feature flippers en moins. OK ? Ensuite, on a ce qu'on appelle deux versions en parallèle. Donc, vous vous rappelez, on s'est dit, on va avoir une partie, l'application, on va dire legacy, et une nouvelle application. On est en train de faire une refonte, et donc on a les deux versions, et on active, on désactive d'un côté ou de l'autre pour avancer en prod. Là aussi, on a ce qu'on appelle des problématiques de deal with legacy. Ça veut dire qu'il y a des techniques aussi qui permettent de faire ça.
On est dans beaucoup de cas, réécriture partielle par exemple, ou réécriture complète de l'application. Et complète, ça veut dire l'effet Big Bang, donc l'effet tunnel aussi. On ne sait pas comment ça va être après. Et après, il y a tout ce qui est extraction partielle. Et pour ça, en fait, il y a des techniques qui peuvent nous aider, en tout cas, à gérer ça. Notamment le strangler pattern et le branch by abstraction. Le strangler pattern, c'est quoi? Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle les figuiers étrangleurs. C'est des plantes, en fait, qui choisissent un arbre hôte. Et en fait, ça absorbe toute l'énergie de l'arbre jusqu'à ce que l'arbre meure. C'est triste. Mais on peut utiliser cette technique, justement, avec le code. Et l'idée, c'est, on a un legacy d'un côté, on a le nouveau code de l'autre, et en fait, on essaye d'extraire petit à petit le code, on étrangle les legacies jusqu'à qu'il n'y ait plus rien dedans. OK ? Donc l'idée, c'est vraiment de petit à petit récupérer le code qui était côté legacy. La branch by abstraction, c'est une autre technique qui permet une modification plutôt, là, on est en mode grande échelle, de façon progressive aussi. Et le but, comment ça marche? On a plusieurs clients, par exemple, qui qui accèdent au legacy et qu'on a envie de remplacer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une espèce d'abstraction de ce legacy-là et on va tester sur un client. Comment ça se passe? Le client va l'utiliser, tout va bien, ok, on passe tout le monde, hop, sur la même abstraction. Pour l'instant, on a l'impression qu'on n'a rien changé. Et en fait, quand on est là, l'idée, c'est de dire, ok, maintenant que j'ai ça, je vais créer la nouvelle version pour le premier client, avec la même abstraction. J'aurais pu faire d'ailleurs les deux flèches sur la même abstraction. Et si tout va bien, hop, on bascule tout le monde sur la nouvelle version. Et après, il n'y a plus qu'à kill le legacy. Donc quand on a justement une gestion de deux versions en parallèle, l'idée c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je veux utiliser comme technique, l'une ou l'autre, peut-être d'autres encore. Mais en tout cas, ça dépend du contexte aussi. Est-ce que on est juste par rapport au code? Est-ce qu'on est code et base de données? Est-ce qu'on est uniquement sur la base de données? Il y a plein de contextes différents. Mais en tout cas, le but, c'est, dans ce cas-là aussi, on n'a pas besoin de feature flipping. L'autre cas, c'est la dépendance externe. Donc, comme j'ai dit, j'ai un service externe, c'est pas moi qui le gère réellement. J'ai besoin de voir comment ça se passe. Il y en a qui ont ça dans leurs équipes? Non? Tant mieux. Ah, une personne. C'est quoi? C'est j'ai un service de paiement, par exemple, ou j'ai un service, de publication, de mailing, peu importe. Mais ce service-là, j'ai pas trop confiance en la disponibilité de ce service. Et donc, j'ai envie de faire de telle sorte que si ça plante, hop, ça disjoncte. Un peu comme le disjoncteur à la maison. Quand il y a un court-circuit, ça disjoncte tout seul. Donc là, on parle de ce qu'on appelle le circuit breaker. C'est quoi? C'est que vous pouvez très bien le faire chez vous aussi, dans vos projets. C'est que vous allez appeler, soit vous vous arrêtez au statut, par exemple si c'est une API, j'appelle l'API, si ça me répond 200, je continue à l'appeler. Si l'API tombe, je coupe directement. Et c'est là où je vais créer donc du feature flipping, mais automatique. Donc j'ai un espèce de health check, ce qu'on appelle health check, donc un service de vérification en état régulier de ce service-là. Et si je dis le service n'est pas up, je coupe directement la feature et potentiellement je redirige vers une autre où je dis le service n'est pas disponible, etc. Et là encore, j'ai pas besoin, ça m'évite en tout cas la vérification manuelle et le temps, surtout quand ça arrive à 3h du matin, quoi. Et donc pas d'inquiétude, là au moins je suis sécure par rapport à ce que j'ai fait. Ok ? L'autre cas, c'est la demande explicite du client. Est-ce que d'ailleurs c'est le cas pour vous, ceux qui utilisent ou celles qui utilisent le feature flipping? Est-ce que c'est une obligation de votre client ou de votre entreprise de le faire? Oui.
Et ben, si ça vous arrive, bah, dites-lui de regarder cette presse. Voilà, si je résume un petit peu, c'est que, en fait, face au feature flipping, on l'utilise vraiment en termes, pour moi, c'est une solution de facilité. On se dit, on n'a pas envie de se prendre la tête, on va faire un flipper et puis on désactive manuellement. Et puis le métier, généralement PO ou utilisateur ou utilisatrice, souvent elles sont contentes d'avoir cette petite interface graphique avec tous les flags qui peuvent jouer avec. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est vraiment le problème, les problématiques qui viennent avec. C'est que le code, il est moins facile à maintenir, plus d'analyse à faire par rapport au code existant. Il y a des non-régressions, forcément les tests ou ce qu'on appelle les campagnes de non-régression, elles vont être plus longues certainement. Et surtout le turnover au niveau de l'équipe. Parce que si l'équipe, en tout cas c'est une conséquence de tout ça, si les équipes ne sont pas à l'aise avec le code existant, bah forcément les personnes elles vont pas rester, quoi. Donc avant de dire ou de penser à mettre en place le feature flipping, posez-vous les questions. Est-ce que j'ai pas un problème de split dans mon équipe? Et donc probablement je vais travailler en amont avant de dire hey, j'ai découvert le feature flipping aujourd'hui, on va le mettre, c'est chouette. Peut-être qu'il y a besoin au niveau dev, il y a besoin juste de mettre en place des design patterns, type ceux du Gang of Four. Peut-être que c'est un problème de séparation de contexte, donc une problématique plus domain-driven design. Et si vous êtes dans un contexte legacy, bah forcément, il faut regarder toutes les techniques, on va dire, pour gérer le legacy. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez encore participer à l'enquête. Je mets le code, le QR code, pardon, à disposition. Et puis n'hésitez pas à me demander les goodies parce que j'en ai ramené, mais je peux pas les jeter là. Voilà, merci beaucoup. Je sais pas s'il y a des questions. Des questions? Ne me dites pas que c'était trop clair. Oui. On attend le micro. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Moi, je ne connais pas du tout le feature flipping, donc j'apprends quelque chose de nouveau. Cool. Et par rapport à ça, je me posais la question, du coup, par rapport à tous les inconvénients que vous avez cités, est-ce que c'est pas une bonne pratique alors? Non, le seul conseil que je vous dis, le seul cas où vous pouvez utiliser, à mon sens, c'est un conseil que je donne, le seul cas où vous utilisez le feature flipping, c'est dans le cadre de circuit breaker. C'est quand vous avez envie de stopper une feature, mais pas manuellement, ça sera automatique. Et donc, il faudra le prendre en compte. Mais dire, toutes les features, on va les activer, désactiver manuellement, on sait que l'humain, il est défaillant parfois, et donc forcément, c'est pas une bonne idée. D'accord. Parce que j'avais envie de dire, en fait, que tout est dans le mot, quoi. Ça fait flipper, en fait. Bien trouvé, je vais le noter. Merci. Autre question? Ok. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Et puis, si vous voulez des goodies, faites-moi signe.